préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur Wattebled, mesdames, messieurs les présidents des syndicats, mesdames, messieurs les élus locaux, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur de Tavernier, messieurs les conseillers régionaux, messieurs les représentants des administrations, mesdames, messieurs, vos rangs, grades et qualités. Écoutez, madame la ministre, c'est un honneur pour la ville d'Orchy de vous recevoir aujourd'hui. Orchy, cœur de la Pévèle, mais aussi ville-porte du parc naturel Scarpesco. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le président Lelon, ainsi que les élus et les collaborateurs du parc naturel Scarpesco, et de les féliciter aussi parce que, par leur travail, ils se sont vus certifiés, ou se verront certifiés dans quelques instants, par un label, le label Ramsar, qui vient récompenser tout le travail qui a été fait par leur service pour la protection de la biodiversité et des zones humides. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins de 30 000 hectares de zones humides qui ont été protégées et préservées grâce à eux. Donc, félicitations pour cela. Parce que la ressource en eau, c'est effectivement un enjeu majeur aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes situés sur une zone qui s'appelle la zone des Trois Bonniers Marins. Donc, je vous laisse imaginer à quel point cette dimension d'humidité est présente. Et grâce au parc, grâce au travail mené entre la ville d'Orchy et les représentants du parc, nous pourrons construire d'ici quelques mois une école de musique qui viendra à la fois permettre l'activité musicale, mais aussi qui viendra préserver et promouvoir la biodiversité, parce qu'autour de cette école de musique, nous aurons une zone humide. Et c'est aussi à nouveau l'occasion pour moi de mettre en avant le travail du parc naturel Scarpesco. Vous dire aussi que Orchy est une ville porte, et cette double identité, à la fois ville et campagne, nous permet de concilier à la fois l'activité humaine, le développement économique qui est nécessaire à nos territoires, mais aussi la protection de la biodiversité. Et j'évoquais l'école de musique non loin d'ici, je pourrais aussi vous parler d'une zone d'expansion crue qui a été construite par le SMAPI, dont je salue le président Marthe Delécluse, à proximité, et qui nous permet de concilier ces différentes activités. Pour finir, Orchy, nul ne l'ignore, c'est la capitale de la chicorée, c'est la présence de l'écoubelle bleue, qui est la fleur de chicorée. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que nos valeurs, notre fierté, elle repose aussi sur ces valeurs agricoles, sur ces valeurs de la terre, sur cette biodiversité. Donc, merci à vous par votre présence, par l'obtention de ce label, à la fois de promouvoir et de défendre cette biodiversité. Merci, Madame la Ministre. Bien, bonjour à tous, bienvenue à toutes et tous. J'invite maintenant Madame la Ministre à prendre la parole. Eh bien, bonjour à tous. Je suis absolument ravie en ce jour anniversaire, en cette journée mondiale aussi des zones humides, de me trouver ici avec vous. Vous le savez, nous venons de présenter la stratégie Air protégé, donc pour la prochaine décennie 2021-2030. Et dans cette stratégie, les zones humides, les milieux humides ont une place majeure. Nous avons une urgence à les préserver, à les restaurer même. Et dans cette démarche, après une longue concertation, après effectivement un partenariat de longue date entre différents acteurs que vous venez de rappeler, Monsieur le maire, nous avons la construction d'un projet qui doit nous amener à la naissance d'une éventuelle réserve naturelle nationale, ce qui serait donc une reconnaissance de ce travail formidable et de votre action déterminée et résolue dans la préservation de ce milieu exceptionnel, milieu humide, donc qui recèle d'une biodiversité évidemment extrêmement riche. Ces questions de gestion de l'eau qui sont aujourd'hui au cœur d'un nouveau regard, vraiment un changement dans la gestion de ces ressources, dans un regard plutôt qualitatif et non plus une gestion quantitative de l'eau aussi qui doit s'observer en fonction des ressources et non plus sans doute des besoins. Donc c'est un accompagnement aussi des acteurs locaux dans leur pratique sur un territoire, et c'est je crois dans ce que vous pouvez développer comme expertise, comme expérimentation même. Ce sont des modèles, autant de modèles basés sur des solutions fondées sur la nature,
qui nous montre l'apport de la biodiversité à ces territoires, à notre qualité de vie. Les milieux humides, ce sont aussi des milieux où on le recrée effectivement des espaces de nature, de ressourcement, où l'on crée des points de fraîcheur, là où les événements récents nous montrent des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Et nous sommes ici à proximité de milieux urbains qui peuvent nécessiter vraiment un accès rapide à ces milieux. Donc nous avons vraiment un ensemble de bénéfices et de ressources qu'il est absolument impératif de préserver. Le stockage du carbone, donc un apport également à la lutte contre le réchauffement climatique, cette prévention, cette atténuation même des inondations, hein, vous savez ces phénomènes auxquels d'ailleurs j'ai une pensée ce jour pour certaines régions du sud et du sud-ouest de la France qui sont extrêmement touchées. Nous savons que ces milieux humides sont une façon de mieux réguler ces flux d'eau. On l'a vu également donc en cas de sécheresse. Et puis c'est un apport touristique, aussi un nouveau regard, y compris en termes culturels, sur son territoire, une réappropriation aussi de ces milieux et une image que l'on souhaite promouvoir, qui va être aussi un levier au niveau touristique qu'il s'agit de valoriser. Donc que des bénéfices dans cette capacité aussi à produire des produits d'exception, puisque nous sommes ici, comme ailleurs en France, dans le cadre de ce que nous voulons promouvoir, un modèle de protection des aires protégées françaises qui ne soit pas, comme parfois on l'entend, voire même on le craint, sur un modèle international de protection stricte des mises sous cloche. Ici, on travaille vraiment à réconcilier les activités humaines et la nature. On est donc vraiment dans le fait d'accompagner des pratiques, mais qui doivent pouvoir toujours s'exprimer sur des territoires parce qu'ils en sont aussi un patrimoine culturel ou économique, mais dans une vision qui soit vraiment en accord avec les nécessités environnementales. Donc ce nouveau modèle de protection forte avec une haute ambition, mais qui accepte l'activité humaine, c'est vraiment celui que nous souhaitons promouvoir, avec évidemment toujours quelques espaces de protection stricte qui ont plus une vocation d'expérimentation, une fenêtre de pleine naturalité qui vont permettre un apport scientifique, mais une massification sur le territoire avec un objectif donc de 10% de protection forte sur le territoire français, à la fois terre et mer, évidemment métropole et outre-mer. Donc un objectif qui est très très fort et que nous porterons parce que c'est aussi notre responsabilité en cohérence, dans une cohérence entre ce que nous développons au niveau national et ce que nous allons porter au niveau international. Vous savez que 2021 sera entre autres l'année de la biodiversité, avec en France au mois de septembre, nous l'espérons, le congrès mondial pour la nature de l'UICN, qui va donc être un premier temps fort au niveau international et qui se tiendra à Marseille, qui doit nous amener également donc fin 2021 à la COP15 biodiversité, une COP15 que nous espérons vraiment à hauteur de l'enjeu, comme ce que l'on a pu connaître de la COP21 pour le climat, un moment vraiment fondateur de la mobilisation internationale sur les préservations des enjeux de biodiversité. Donc la France arrivera forte de cette réflexion, de ce travail sur la stratégie nationale biodiversité. La stratégie aire protégée que nous venons de présenter en est la première brique. Cette stratégie nationale biodiversité, elle va s'écrire tout au long de l'année dans une réflexion que j'ai vraiment souhaitée partant des territoires. Je reviendrai donc d'ici très peu de temps. Je ne sais plus si on veut me souffler la date, je suis preneuse, le 15, pour lancer donc cette réflexion avec tous les partenaires qui sont ceux de l'aménagement de ce territoire dans une vision vraiment de préservation de l'environnement. Donc nous nous retrouverons sur la réécriture de cette stratégie nationale biodiversité en partant du vécu, en partant des porteurs de projets, de ceux qui font la préservation de l'environnement au quotidien, pour vraiment avoir un diagnostic déjà partagé à l'échelle du territoire et puis identifier les freins et accompagner vraiment dans une massification de l'usage et de ce recours aux solutions fondées sur la nature, au génie écologique et à tout ce qui peut nous permettre d'avancer plus vite et plus fort dans cette préservation de l'environnement. Cette journée donc mondiale des zones humides, elle nous permet de mettre en lumière des projets phares et des initiatives exemplaires en la matière. Donc nous aurons dans quelques instants le bonheur et le plaisir de vous remettre ce label. Nous avons d'autres sites en France et je pense notamment au site des Tourbières et lacs de la montagne jurassienne qui saluent également cet événement aujourd'hui. Nous avons beaucoup de sites
sites qui doivent pouvoir faire valoir et accueillir tous ces trésors de biodiversité. Je remercie donc à nouveau Ramsar France qui depuis quelques décennies maintenant porte ces enjeux et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons vraiment nous féliciter que la prise de conscience sur cette nécessité vraiment de renforcer ces zones et milieux humides n'a jamais été aussi forte. Elle est partagée par de nombreux élus et je crois que c'est vraiment la clé du succès. C'est là que nous pouvons envisager vraiment des changements d'ampleur, y compris dans les questions d'aménagement du territoire, d'artificialisation des sols, qui sont des clés dans les objectifs que nous avons collectivement à atteindre, puisqu'il s'agit ici d'un territoire, d'une qualité de vie, mais il s'agit à plus long terme du monde que nous léguons à nos enfants, aux générations futures. Nous le savons, nous partageons déjà malheureusement une dette écologique envers ces futures générations. Donc notre responsabilité aujourd'hui est d'importance et je sais que vous êtes tous ici au rendez-vous, donc je vous en remercie. Merci Madame la Ministre pour vos propos encourageants. J'invite maintenant Monsieur Flageolet à rejoindre le pupitre et à nous faire part de quelques mots. Donc Monsieur Flageolet est président du comité de bassin Artois-Picardie. Madame la Ministre, quelques mots et à travers vous, je salue toutes les personnalités ici présentes ainsi que mon directeur au premier rang. Le comité de bassin qui est le support de l'Agence de l'eau, sera bien évidemment à vos côtés. C'est un combat que nous menons depuis quelques années. Ce sont des investissements que nous faisons. C'est bien évidemment des investissements de temps long. Et ils sont difficiles à expliquer parfois. Mais ils sont absolument nécessaires, je dirais même indispensables. Aussi, cette journée symbolique ici annonce également ce que vous nous avez demandé au comité de bassin et que nous essaierons de faire de façon partenariale. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour que l'orchestre joue bien, il faut que tous les pupitres se connaissent. Et donc c'est bien là que nous avons un travail à faire pour faire en sorte que l'orchestre puisse dire bientôt à Marseille, voilà notre ambition nationale, mais voilà aussi la vision mondiale que nous avons, parce que la réalité est que tout ce que nous faisons ici doit être à la dimension du monde. Ce que nous faisons à Marchiennes, ce que nous faisons à Douai, ce que vous faites dans vos communes, il doit y avoir, pour chaque événement que vous avez, pour chaque fait que vous soulignez, il doit y avoir un regard mondial. En tout cas, merci. Moi, j'étais très heureux de cette visite et j'ose espérer que ce n'est que la première d'une longue série. Et merci pour votre investissement. Madame la Ministre, merci Monsieur Flageolet. Madame la Ministre a parlé de Ramsar France et donc je vais inviter bien entendu Monsieur Bignon à nous dire quelques mots qui vont introduire le tout nouveau film que l'association Ramsar France vient de sortir et qui permettra de visualiser la présentation de l'ensemble des sites Ramsar en France. Madame la Ministre, Monsieur le maire, mes chers collègues, chers amis, je vais, pour raccourcir mon propos, ne pas énumérer tous les gens sympathiques et intelligents qui sont ici, mais vous dire que je suis particulièrement heureux de revenir encore dans cette région, parce que j'étais venu avant. C'est toujours très important de venir avant pour donner le dernier coup de collier, pour faire en sorte que le site voit le jour. Il y a toujours des petites difficultés locales, des difficultés politiques, des difficultés techniques, et vous avez remporté la mise tous en faisant en sorte que Scarpesco appartiennent et deviennent le 50e site français affilié à la Convention de Ramsar. Convention de Ramsar 1971, la France adhère un peu plus tard et aujourd'hui elle est extrêmement active, notre pays est extrêmement actif sur ces sujets. Ramsar, ce n'est pas un acronyme, c'est une ville sur les bords de la mer Caspienne. Je le redis parce que les gens ne savent pas... Ramsar, c'est vrai que personne n'a beaucoup été passer ses vacances sur les bords de la mer Caspienne en Iran, et par conséquent, on n'a pas d'idée. Luc Hoffman, homme prestigieux à qui on peut mettre des cierges pour le remercier de son engagement humain, engagement financier,
Il a consacré une grande partie de sa vie et de sa fortune à investir parce qu'il avait compris, il faisait partie d'une grande famille de chimistes, mais il avait consacré ses études à la biodiversité, et il a compris que, et ça dans les années 60 déjà, que si on ne prenait pas garde au maintien de la biodiversité, l'homme était en danger. La Terre est en danger, mais au fond, ce qui nous intéresse dans cette affaire-là, c'est un des animaux importants qui vit sur la planète, c'est l'homme. Et s'il ne prend pas garde, la biodiversité, c'est notre vie à tous. Et tous les éléments de cette biodiversité, l'eau, les insectes, les végétaux, sont essentiels tous. Quand il y en a un qui manque, c'est un appauvrissement collectif. 50 ans donc pour Ramsar. Ramsar France, l'association que je préside, il faut bien qu'il y en ait un, mais c'était une présidence très collective et très agréable. On a 10 ans. Un jour, quelques parlementaires, quelques associatifs se sont dit ça serait bien qu'on fédère, qu'on donne un petit coup de pouce. Et on a créé cette association qui marche bien. Donc on fête nos 10 années. La première réunion qu'on avait faite, c'était en baie de Somme. Vous voyez déjà, on s'y intéressait là-bas. C'était en 1998 avec Danone. Bon, mais on marche d'un bon pas. Et aujourd'hui, 50 sites, grâce à Scarpesco. Comme je le disais, j'avais senti que c'était intéressant d'avoir Scarpesco. Je suis un peu des Hauts-de-France quand même, parce que même si je suis resté un Picard des Hauts-de-France, je suis des Hauts-de-France avec plaisir. Et donc, j'étais venu et on a emporté le morceau avec tous ceux qui m'avaient reçu, avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont franchi les obstacles et aujourd'hui, on a cette belle association. Alors, peut-être des perspectives. Il y a un monsieur qui il y a une vingtaine d'années, avait identifié en France 120 sites possibles. Vous voyez, il y a encore du chemin. C'était comme ça. Enfin, c'était quand même, il y avait un fondement scientifique et technique. Actuellement, dans les tuyaux, on a une dizaine de sites possibles encore, qui sont en marche, comme on dit. Parce que c'est un travail. On ne dit pas, je deviens Ramsar comme ça, en claquant dans les doigts. Il faut des caractéristiques physiologiques, il faut une volonté politique, il faut trouver les éléments, il faut y trouver un intérêt. Mais il y a un intérêt majeur. D'abord, il y a l'intérêt de la biodiversité, c'est par là où j'ai commencé, mais il y a un intérêt aussi par rapport à la population. Aujourd'hui, les populations concernées sont intéressées, parce que se promener dans un site Ramsar, c'est bénéficier d'aménités, comme on dit, qui sont fondamentales pour la qualité de la vie. Et apprendre aux enfants à gérer une mare, apprendre aux enfants à respecter les oiseaux, à les identifier, les papillons, les insectes, etc., c'est concourir au maintien de la vie à la surface de la Terre. Donc, ce n'est pas un petit enjeu, c'est un enjeu majeur. Quand on dit « qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le réchauffement climatique ?» Il faut travailler pour la biodiversité. Voilà, j'ai fini. Le film vous en dira beaucoup plus que moi. Comment on s'est développé, je finis vraiment là-dessus. On a commencé, grâce à l'aide du ministère de l'écologie, à avoir des crédits précisément pour faire de la pédagogie. Et on a un petit film, on est en train d'en faire un plus grand, parce qu'on voudrait, avec les écoles, un peu comme il y a les aires marines éducatives qui se sont développées sur les plages, grâce à l'exemple polynésien fantastique, on devrait pouvoir, dans nos campagnes, avoir des espaces autour des mares, autour d'une prairie humide, permettant aux enfants de comprendre les enjeux et donc d'avoir les meilleurs disciples pour avancer dans cette direction. Je vous remercie. Une zone humide est un sol qui est gorgé en eau au moins une partie de l'année. Donc cet engorgement va créer des conditions très particulières dans ce sol. Ça va recouvrir des milieux extrêmement différents.
Ça peut être des forêts humides, alluviales, tourbeuses, ça peut être des tourbières, ça peut être des marais, des petits étangs, ça peut être en outre-mer également des lagons, des mangroves. Donc ça va recouvrir une diversité de milieux extrêmement importante. Les zones humides vont rendre à l'homme notamment différents services. Le premier, ça va être la ressource en eau. Il n'y a pas de zone humide s'il n'y a pas d'eau. Donc l'eau en quantité, en qualité. On a un rôle extrêmement important qui est celui de la biodiversité et d'espèces animales et d'espèces végétales. Et puis un rôle qui prend de l'ampleur, et on en a tous conscience aujourd'hui, c'est son rôle dans l'adaptation au changement climatique et dans la lutte contre le changement climatique. N'oublions pas que les zones humides, on va s'y ressourcer, on va s'y promener. Leur qualité picturale inspire énormément, repose et apporte une espèce de bien-être à l'homme qui lui est bien utile. Malheureusement, ça va pas bien. Les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que les forêts. Le 2 février 1971, il y avait 13 pays qui ont signé la Convention sur les zones humides dans la ville de Ramsar, en Iran. C'était l'aboutissement d'un processus d'une dizaine d'années, depuis les années 1960, où on a enfin commencé à reconnaître les multiples valeurs de ces zones liées à l'eau. La convention dite de Ramsar, elle a, disons, 3 grands principes. Le premier, le plus connu, c'est que les pays qui l'ont signé désignent des sites Ramsar qui sont de l'importance internationale. Le deuxième, c'est qu'il faut les utiliser d'une manière raisonnable ou durable. Et le troisième, c'est qu'il faut travailler ensemble aussi au niveau global et international. Aujourd'hui, il y a plus que 170 pays. Ils ont ensemble désigné plus que 2400 sites Ramsar. Et la surface de tous ces sites partout dans le monde, ça équivaut à peu près à la taille de l'Argentine. Les sites Ramsar en France, c'est une aventure qui a commencé à partir de 1986, puisque c'est l'époque où la France a ratifié cette convention. Aujourd'hui, on est à 50 sites. Il y a des sites sur le littoral, dans le centre de la France, dans les montagnes, il y en a un peu partout. Il y en a un quart sur les 50 qui sont outre-mer, donc de Tahiti à la Guyane, des Antilles à la Réunion, les terres australes. Voilà, il y a tout un potentiel considérable encore à développer. La démarche de labellisation, c'est une démarche volontaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des partenaires de terrain. Localement, il y a souvent des organisations qui existent, qui sont préexistantes à la désignation de Ramsar. Ça peut être un parc naturel, ça peut être un site, ça peut être une réserve. Il y a une mise en route qui vient de la base. On ne va pas imposer un site Ramsar. Il faut qu'il s'impose par lui-même, par l'animation, par la sensibilisation qu'on va faire sur l'utilité de préserver ces zones humides. Il est essentiel que ce site Ramsar ait un avenir parce que s'il n'y a pas la volonté partagée par de plus en plus de monde de préserver les zones humides, la planète a du souci à se faire. C'est leur disparition qui est angoissante. Quand un site est désigné au titre de Ramsar, on peut imaginer que pour de longues années, il va être pris en compte. Faire un site Ramsar, c'est un projet de territoire au service des zones humides, au service de l'homme. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors il y a un petit changement dans le défilé des diapos, donc on va passer la parole à Monsieur Lelong, donc Grégory Lelong, qui est président du parc naturel régional Scarpesco et président du comité de suivi du site Ramsar.
Madame la ministre, Monsieur le Président Ramsar France, Monsieur le Président du comité de bassin Artois-Picardie, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, déjà je tenais à remercier Monsieur le maire, Monsieur Roy, pour l'accueil dans sa commune et aussi à la communauté de communes pour ce paquebot. C'est un nom plutôt approprié à mon avis pour aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir en Carpesco. Bienvenue à toutes et à tous. Scarpesco fut le premier parc naturel régional classé en France en 1968, grâce à une volonté des élus locaux qui avaient compris l'intérêt de ce nouveau statut de protection, peut-être déjà avant-gardiste. En plus de 50 ans, le territoire classé s'est étendu et de nombreux autres statuts de protection ont été obtenus grâce au travail collectif mené avec de nombreux partenaires. Réserve biologique domaniale, réserve naturelle volontaire, puis régionale, site Natura 2000. Très prochainement, une nouvelle réserve naturelle nationale complétera cette liste. Obtenu le 2 février 2020, le parcours d'obtention du label Ramsar fut long, mais il traduit la persistance de cette volonté locale d'intégrer toujours plus les différents dispositifs de préservation et de valorisation de notre beau patrimoine et de notre beau territoire. La crise sanitaire ne nous a pas permis malheureusement de partager rapidement avec le territoire la joie qui fut la nôtre il y a tout juste un an. Mais voilà, nous y sommes et dans quelques instants, notre satisfaction sera pleine et entière. Le label Ramsar est le label du territoire, porté par ces communes et intercommunalités, par le département du Nord, la région Hauts-de-France et par ses acteurs locaux, avec l'appui précieux de l'Agence de l'eau et de l'État. Mais ce label doit vivre. Et une nouvelle feuille de route faite de projets collectifs et d'initiatives locales commence déjà à s'écrire. Le programme d'animation proposé autour de la Journée mondiale des zones humides en témoigne, même si la crise sanitaire nous a forcément réduit ces perspectives. D'autres projets sont également en réflexion autour de la valorisation de la SCARP et des zones humides dont le cadre paisible et la richesse restent méconnus de nos habitants et de nos visiteurs. Nous émettons également la volonté de mettre en récit cette histoire, tant partagée entre l'homme et son territoire, car nous avons la conviction qu'elle peut aussi être un vecteur d'attachement et de reconnaissance. Nous n'allons donc pas s'arrêter en si bon chemin. 2021 sera une année qui nous permettra de poursuivre ces dynamiques collaboratives. Nous aurons à écrire ensemble le plan de gestion et de valorisation du site. Nous aurons à concrétiser ensemble de belles idées. Nous aurons à illustrer ensemble la fierté que nous avons d'être reconnus zone humide d'importance internationale. Merci à toutes et à tous. Nous allons donc maintenant passer un petit moment un peu festif, puisqu'effectivement, nous allons passer à la remise de label que Madame la Ministre va bien aimablement nous rendre, et à l'ensemble des collectivités. Donc je vais inviter, pendant qu'une trapéziste va nous distraire un peu, donc c'est Louise Tigné, artiste de la compagnie 3 secondes, qui va divertir cette séquence. Et pendant ce temps-là, j'invite les élus, Monsieur Delannoy, Monsieur Delécluse, Monsieur Foutry, Monsieur Lelon, Monsieur Merly, Monsieur Messager et Monsieur Valois à se diriger vers le podium pour la remise de label. Merci beaucoup, madame. Voilà, donc, la remise des labels. Je vous invite, madame la ministre.
Voilà, donc je vous en prie, je vais vous tendre le micro. C'est la primeur peut-être à tous les acteurs de nous dire un mot. Je suis effectivement très très honorée de participer avec vous à cette remise de label Ramsar, puisque nous sommes très très fiers que la France puisse accueillir de tels sites et d'avoir des ambassadeurs Ramsar en France aussi investis qui nous permettent vraiment d'avancer sur ces projets. Donc à nouveau, merci à tous et bravo pour cette reconnaissance qui est extrêmement méritée. D'une équipe, pardon. Je ne suis que le porte-parole d'une équipe, on est très heureux. Et on espère se revoir vite. On a lancé des appels à candidature pour des tas d'événements tous ensemble. Peut-être qu'un jour on aura une opportunité de venir en Scarpesco pour mieux connaître votre territoire, mieux le faire connaître et donner de la fierté à tous ceux qui y habitent. Parce qu'en fait, il y a aussi un objectif profondément humain dans cette recherche du maintien de la biodiversité. Ça ne s'adresse pas au ciel, ça s'adresse aux gens qui habitent sur le terrain, qui vivent là et qui ont parfois un sentiment peut-être de ne pas être pris en compte, de ne pas être assez pris en compte. Et c'est un élément de fierté que de faire partie d'un réseau international. Moi qui suis dans un réseau international dans la Somme depuis longtemps, c'est une immense fierté et on est heureux que vous nous rejoigniez. Donc, c'est le 6e ou 7e site dans les Hauts-de-France en plus. Donc ça veut dire que notre région est très moteur sur ces sujets-là. Voilà. Bravo. En substance. Voilà, donc je vais juste préciser que toutes les communes et intercommunalités du territoire et collectivités locales auront droit à leur certificat. Donc on a des représentants des différents niveaux et je vous invite à vous en saisir ou alors vous faites... Voilà, On est en train de faire des kakémonos, préparer des kakémonos, grand panneau de 2 mètres de haut, qui illustre la caractéristique du marais. Alors actuellement, il y a une artiste qui les prépare, des panneaux de 2 mètres sur 1 mètre, de là. On fera différents modèles réduits parce que c'est une artiste qui travaille la couleur de façon informatique. Ça sera sur des panneaux de bois, ça sera dans des sommes tout à fait raisonnables. C'est aussi un motif de fierté à mettre dans les mairies, dans les syndicats d'initiative, dans les comités dans l'endroit où il y a des touristes, etc. C'est une chose qu'on est en train de mettre en place en ce moment, parce que évidemment, on est territoire. Pour saluer ceux qui nous suivent en ligne, puisque malheureusement ces conditions sanitaires ne nous ont pas permis d'être tous ensemble réunis, mais on partage évidemment ce moment avec tous ceux qui nous font le plaisir de se joindre à nous par voie de support numérique. Et puis je crois que l'échange se poursuit avec des échanges, une table ronde avec une interaction avec les auditeurs. Voilà, donc pendant un petit intermède, on va vous diffuser le deuxième film qui vous présente le site Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut. Et on remercie encore Madame la Ministre d'être venue nous rejoindre et c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup.
Voilà, donc on va passer maintenant à la table ronde qui permettra de réunir plusieurs représentants de différents niveaux, des élus locaux, et qui sera animée par mon collègue Luc Barbier, que je remercie d'ores et déjà, donc du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, référent du site marais Audomarois, et qui a une grande expérience dans l'animation des débats et surtout sur la problématique Ramsar. Oui, je suis plus spécialiste des zones humides, mais ça va aller sur le reste. Juste avant qu'on démarre, ce sera de faire attention de bien parler avec le micro près du masque, parce que le masque gênant un peu la transmission du son, ce sera plus facile. Donc l'animation, on aura 2 séquences. Du coup, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, qui fête ses 50 ans cette année, enfin la Convention de Ramsar et les 10 ans de Ramsar France. La Convention de Ramsar est officiellement convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, ainsi que couramment appelée Convention sur les zones humides, est un traité international qui a été adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leurs valeurs économiques, culturelles, scientifiques et récréatives sous la désignation de sites Ramsar. Aujourd'hui, il y a 171 pays sur 203 qui ont inscrit une zone humide sur la liste des sites Ramsar, pour plus de 2400 sites qui concernent 250 millions d'hectares. En France, Jérôme Bignon le rappelait tout à l'heure, il y a 50 sites qui comptent pour 3 millions d'hectares, avec les terres australes françaises qui font déjà plus de 2,5 millions d'hectares. Donc il est temps aujourd'hui, on s'en rend bien compte au travers des discours qu'on a eus tout à l'heure, de tenir les engagements et puis de faire cesser la perte des zones humides, parce que, quoi qu'on en dise, d'année en année, on s'aperçoit que malgré les dispositifs de protection et de reconnaissance, les zones humides disparaissent un petit peu partout dans le monde. Alors la première séquence, c'est le label Ramsar, un catalyseur pour renforcer l'action de préservation des milieux humides et le rôle des instances régionales et nationales. Donc c'est clair qu'il y a à la fois une instance internationale qui est la Convention de Ramsar, et puis après il y a les rôles qu'on peut avoir au niveau national, international et puis local et régional également. Quand on inscrit une zone humide sur la liste des sites Ramsar, le gouvernement, ça je pense que c'est important parce qu'on l'oublie souvent, on se dit est-ce que Ramsar c'est une protection ou est-ce que c'est pas une protection? Ce qui est dit dans les textes, c'est que le gouvernement accepte de prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien de ses caractéristiques écologiques. Différentes mesures ont été conçues dans le cadre de la Convention pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les caractéristiques écologiques des sites Ramsar. Ça veut dire que grossièrement, le gouvernement est paternaliste quand il regarde les sites Ramsar pour veiller à ce qu'ils soient préservés. Il doit être bienveillant à leur égard. Alors après, ça veut tout dire et rien dire, mais je pense qu'en tant qu'élu d'un territoire Ramsar ou technicien en charge de l'animation d'un site Ramsar, il est important de rappeler régulièrement la nécessité de cette bienveillance. Alors la première question que je vais poser, c'est à Thierry Vatin, directeur de l'agence de l'eau Artois-Picardie. En tant qu'instance majeure, pour ne pas dire indispensable pour l'eau, qu'attendez-vous des gestionnaires des sites Ramsar en Artois-Picardie et symboliquement sur le site Ramsar de Scarpesco? Le SDAGE Artois-Picardie, dont la consultation publique va débuter prochainement, est, tout comme la Convention de Ramsar, non prescriptif. Quelle est la place réservée à la préservation des zones humides et particulièrement des sites Ramsar? Merci, Monsieur Barbier. D'abord, peut-être dire que l'Agence de l'eau est résolument engagée dans la protection des milieux naturels dans ce bassin depuis de nombreuses années, et en particulier en partenariat avec les CEN, mais bien d'autres acteurs, élus, etc. Bon, on y consacre énormément de moyens, et depuis maintenant ce qu'on appelle le 11e programme, depuis la 2018, on a encore augmenté notre engagement dans les milieux naturels. En particulier après les assises de l'eau qui ont vraiment souligné l'importance de toutes les solutions fondées sur la nature pour préserver la ressource en eau. Nous y consacrons, c'est juste pour vous donner 2-3 chiffres, 100 millions d'euros de l'agence du programme, de l'agence de l'eau sur le 11e programme, donc 2019-2024. Là-dessus, il y a 20 millions d'euros qui sont réservés pour les zones humides. Dernier chiffre, sur ce site de Scarpesco, nous avons d'ores et déjà engagé 1 million d'euros. C'est dire si notre institution, cet opérateur de l'État, est intimement convaincu
que si on ne protège pas les zones humides, on ne protège pas l'eau non plus, et bien sûr pas la biodiversité. Et donc pour nous, les zones Ramsar, c'est essentiel parce que c'est tout un réseau, les zones humides. Mais ça, c'est une vitrine qui arrive quelque part à montrer l'importance, l'utilité de ces zones humides. Et ce n'est pas évident, comme vous le soulignez à l'instant, les zones humides disparaissent régulièrement. Et donc ça a été peut-être le deuxième point que je voudrais souligner, ça a été au cœur, ça a été le sujet que nous avons débattu là très récemment. Dans le cadre du projet de SDAGE 2022-2027, il y a un sujet qu'on a débattu, c'est comment on arrête de détruire des zones humides. Et vous le savez bien, ça a fait un grand débat et nous avons augmenté un peu la barre pour qu'on ne soit pas seulement sur de la compensation, mais qu'on soit sur éviter absolument. Donc pour nous, ces sites-là, ils sont majeurs, c'est des pépites, c'est des pépites de biodiversité et d'eau, mais c'est clair que, comme vous le disiez dans le film, si on ne préserve pas les zones humides, on ne préserve pas l'eau, et à l'inverse, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura plus de zones humides, plus de vie, etc. Donc pour nous, c'est vraiment super important. Ici, on intervient sur l'animation, beaucoup dans ce réseau, sur tous les réseaux Ramsar, d'ailleurs tous les sites Ramsar. On a aussi peut-être souligné que l'Agence de l'eau consacre 6 millions d'euros au Life Anthropocène sur tout le bassin, avec également les territoires belges. Et puis surtout, on a un programme de protection des milieux agricoles et zones humides dans ce bassin. Donc c'est dire, voilà, si on est intimement persuadé que c'est au cœur de notre stratégie de préservation de l'eau. Ça fonctionne. Je ne doutais pas de l'implication de l'Agence de l'eau pour la sauvegarde des zones humides et de l'eau et plus largement de l'humanité. Il y a une grande consultation régionale qui va débuter prochainement. Oui, alors, un des sujets aussi, une des convictions que nous avons à l'Agence de l'eau, c'est qu'il ne faut pas rester dans l'entre-soi. Les questions de l'eau sont connues par un petit groupe, le comité de bassin, on l'a dit, les sages, les clés des sages, enfin un certain nombre d'acteurs qui sont d'ailleurs ici, peut-être en visio. Au maximum, on est sur 5000 personnes dans ce bassin qui savent à peu près c'est quoi les enjeux de l'eau et de la biodive. Donc notre challenge là pour les semaines et les mois qui viennent, ça va être de parler au grand public, de passer de 5000 à 5 millions. On a 5 millions de citoyens auxquels on doit absolument faire partager ces enjeux, parce que c'est gagner l'opinion publique qui nous permettra de réussir. Il faut qu'on sorte du premier cercle. C'est ça qu'on est intimement convaincu, et l'Agence de l'eau va mettre énormément de moyens là-dessus, sur la communication et la concertation dans les 6 mois qui viennent. Et donc tous les citoyens du territoire Artois-Picardie pourront s'exprimer sur les enjeux forts. Oui, on a prévu de multiples moyens, mais on vient de faire un sondage avec l'IFOP. Il y aura un registre numérique, il y aura un jury citoyen, il y aura tout un tas d'outils web ou mobiles pour que tout le monde puisse intervenir et donner son avis sur le projet de SDAGE, et en particulier sur ce sujet des zones humides, qui est un sujet, on le voit, essentiel, puisque c'est le sujet dont on a le plus parlé récemment. Merci. Je vais passer la parole à M. Laurent Tapadinas, qui est le directeur régional de l'Adréal. Je ne sais pas comment on dit, directeur. Voilà. Et donc, le climat change, c'est un fait. Pour ceux qui ont un peu écouté les informations hier, les spécialistes de Météo France ont précisé les menaces qui pèsent sur la France si rien ne change. On parle aujourd'hui de risques majeurs en termes de sécheresse ainsi que de phénomènes d'inondation répétés. Quels objectifs et quelles actions souhaiteriez-vous voir être développés sur la zone Ramsar des vallées de Scarpesco? Donc, je me renseignais tout à l'heure, on est à 200 km de la mer. Ça veut dire que tout ce qui est fait ici a un impact positif ou négatif sur plus de 200 km, parce que l'eau qui est en trop-plein, il faut l'évacuer. Et en même temps, quand on n'a pas assez d'eau, on sait comment ça peut être compliqué d'un sens ou dans l'autre. On regrette aussi souvent qu'aucune structure ne chapeaute les territoires à forts enjeux pour les milieux humides. Avoir un site Ramsar et un gestionnaire en la personne du parc naturel régional de Scarpesco est-il un atout en faveur de la préservation de ces espaces menacés? Sûrement. En tout cas, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est que l'inscription de ces zones humides au titre de la convention Ramsar va constituer un label qui non seulement récompense, mais valorise un certain nombre d'actions de gestion durable qui vont œuvrer dans le sens d'atténuer notamment effectivement
les conséquences du réchauffement climatique. Ce qu'on peut relever par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le rôle de l'État paternaliste, en tout cas qui effectivement, en ratifiant la Convention de Ramsar, a pris l'engagement de maintenir et de restaurer les caractéristiques écologiques dans ces zones. Ça crée des obligations, mais qui ne sont pas des obligations très, très réglementaires. C'est plutôt des obligations, effectivement, d'œuvrer dans le sens de cette conservation avec une mobilisation des acteurs. C'est ça qui, je pense, est important, d'associer les acteurs qui, s'agissant ici de zones humides, vont intervenir pour préserver ces zones humides, les utilisateurs, les collectivités, pour créer des synergies sur un territoire qui en plus est assez vaste comme celui dont on parle aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un effet d'entraînement, une vitrine aussi quand on est labellisé Ramsar, label quand même international. C'est une motivation forte et je pense qu'on va pouvoir le constater de la part de tous les acteurs des collectivités, notamment qui sont intégrés dans ce périmètre sur les documents d'urbanisme, les documents de gestion des eaux, on en a parlé, pour essayer d'afficher des dispositions ambitieuse pour enrayer la disparition des zones humides. Vous évoquez effectivement la situation. Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, le territoire de la région est très humide. Mais si on s'intéresse aux vraies zones humides, aujourd'hui, dans cette région, la protection forte des zones humides, j'ai quelques chiffres, ne représente que 1,2% des zones humides qui sont cartographiées à l'échelle du bassin Artois-Picardie. Voilà, donc on a quand même encore des marges de progrès. Si on regarde aussi de manière plus générale les protections fortes sur la région, on a un peu moins de 10 000 hectares qui sont protégés fortement en Hauts-de-France, et ça fait 0,19% de la surface de la région. Au niveau national, on est plutôt à 1,37. Donc on a quand même dans cette région encore un petit peu de chemin à faire. Et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, je pense qu'il est derrière nous le temps où on pensait qu'on était une région qui était un peu épargnée par les questions du réchauffement climatique et de tous ces tourments. Et voilà, donc je pense que ça emporte une motivation des acteurs aussi de cette région pour œuvrer en faveur de la préservation de ces espaces, de ces milieux humides en l'occurrence. Et puis c'est vrai que le préfet de région a annoncé l'an dernier, au mois de mai, qu'il avait en tête une potentielle sécheresse très importante dans la région des Hauts-de-France, alors qu'on sortait d'un hiver qui avait été plutôt humide, si on regarde avec 20 ou 30 ans de recul, un peu comme en ce moment. On s'aperçoit que la balance, elle s'inverse très très rapidement, et de l'enjeu de disposer de zones humides préservées, où on arrête de les gratouiller en retirant du bâti, en remettant du bâti, en remblayant, en bouchant des fossés, en faisant des aménagements qui sont malveillants, alors qu'on sait que tout ce qu'on finit aujourd'hui par le payer, quoi. Voilà. Donc merci. Il y avait Monsieur Fils qui était en visio, peut-être? Oui, normalement, on doit avoir maintenant Monsieur Fils qui interviendra en visioconférence. Il a malheureusement quelques problèmes de connexion, donc on va voir, je crois qu'on le joint par téléphone. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Fils, qui est le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord. Tout à fait. Attendez, je vais essayer d'éviter le retour. Donc, gérer une zone humide n'est pas une chose aisée. Disposer d'un territoire avec une reconnaissance internationale est-il une incitation à bien faire pour la préservation de la zone humide? Et comment mettre en place l'objectif d'utilisation rationnelle de la zone humide en SCARPESCO? Oui, pour nous, ce qui était essentiel, et c'est en cela que la démarche d'aujourd'hui est intéressante, c'est qu'on est... J'ai aussi un retour assez mauvais. Je ne sais pas si on va réussir à avoir très long, donc je vais faire très court. C'est qu'on arrive à connaître et faire reconnaître la valeur de ces zones humides et de ce site en particulier. On inscrit ça dans un projet de territoire. Ça fait partie des choses qui sont importantes pour la DDTM et pour, je pense, ce territoire aussi. De façon à pouvoir valoriser... je crois que le son est assez mauvais. Hein. Vous m'entendez? On vous entend.
D'accord, bon, excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est qu'on essaie d'inscrire ça dans un projet de territoire dans lequel toutes les activités humaines ont aussi leur place, parce qu'on est sur un territoire qui est très, très géré, en fait, hein, et dans lequel les enjeux sont très liés aux activités humaines. Donc, on a effectivement une liaison très forte avec les politiques agricoles, qui sont un des sujets qui nous mobilisent particulièrement avec les DTM, et puis aussi avec les politiques cynégétiques, les politiques forestières. Et donc, on essaie, nous, d'avoir une vision un peu globale, systémique de ces enjeux-là, dans un contexte qui est complexe et qui nécessite toujours de travailler sur l'équilibre. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'on essaie d'accompagner ce territoire-là et qu'au moins faire prendre conscience à tous les acteurs de sa valeur et de ses enjeux, c'est tout à fait essentiel. On vous remercie beaucoup. C'est vrai que le sujet n'est pas simple parce qu'on est dans un bassin où 70% du territoire est agricole, 16% est industrialisé, urbanisé. On est 5 millions d'habitants, donc ça fait une grosse densité. Et parler de préservation et d'équilibre, c'est toujours plus facile à inscrire, à dire qu'à faire, et les décisions ne sont pas toujours simples à prendre. On va passer à la deuxième séquence. Il y a une vidéo ? Il y a une petite question, voilà, on va passer à la suite, effectivement. Donc, on va passer aux acteurs, aux élus très locaux, hein, je veux dire, voilà, Monsieur Delannoy, Monsieur Delécluze. Monsieur Delannoy, vous devez partir plus tôt. Ah oui, c'est bon, vous inquiétez pas. Donc, bon, sur la deuxième séquence, moi, je suis désolé, mais je gère pas l'horaire de la journée, c'est compliqué. Les zones humides sont indispensables pour les avantages infinis ou services écosystémiques qu'elles procurent à l'humanité, de l'apport de l'eau douce à l'alimentation et aux matériaux de construction en passant par la biodiversité, la maîtrise des crues, la recharge des nappes souterraines et l'atténuation des changements climatiques. Ça, c'est la Convention de Ramsar. Monsieur Valois, vice-président du conseil départemental du Nord en charge de l'environnement. Les zones humides peuvent être le support d'activités récréatives, dont les sports de nature. Le site Ramsar des vallées de la Scarpe et de l'Escaut est le premier site Ramsar entièrement localisé dans le département du Nord. Je dis ça parce que je connais l'autre où il y a un petit morceau dans le Nord. Comment pensez-vous valoriser ce label ? Donc, voilà, ça nous ouvre sur un aspect des sites Ramsar qui est absolument important et qui a été évoqué à plusieurs reprises dans les interventions tout à l'heure. Et ça nous amène également à une orientation forte du département du Nord, qui est la question de l'utilité de ces espaces naturels d'une manière générale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utilité ? Ça veut dire que ce sont des endroits, et ça prend un sens tout particulier depuis quelques mois maintenant, avec la crise sanitaire qu'on a vécue ici dans le monde, c'est que on a pu vraiment constater, en particulier après le premier confinement, un besoin de nature absolument considérable. Lorsque, à la fin du premier confinement, nous avons réouvert un certain nombre de sites, pas tous les sites du département, mais quelques-uns seulement, qui nous ont été autorisés donc par la préfecture, eh bien, on a dénombré 15 000 personnes pendant le week-end qui ont fréquenté ces sites. Donc, on a un besoin vraiment de contact avec la nature qui est considérable. Et donc, les questions, enfin là, on évoque les questions de sport nature. Vivre un instant de nature, ça peut être un instant sportif, ça peut être un instant familial, ça peut être un instant récréatif. Enfin, je veux dire, le besoin de nature, je pense qu'il faut peut-être élargir cette question à la question du fait que chaque citoyen a réellement besoin d'avoir un minimum, et d'ailleurs c'est physiologique, je veux dire,
moi j'ai une formation scientifique, on est amené à donner de la vitamine D aux patients. Rien de tel que de se retrouver à l'extérieur, parce que le soleil fait aussi bien que la petite ampoule de vitamine D qu'on prescrit aux uns et aux autres. Donc voilà, ce besoin de nature, il est psychologique, il est physiologique, il représente vraiment quelque chose d'indéniable. Et puis on a un autre aspect, c'est le besoin de nature pour tous. Et ça, c'est un aspect auquel, au département, on est extrêmement attaché. Et moi, je voudrais simplement revenir sur un échange que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec le comité médical d'un établissement de santé mentale, établissement public de santé mentale, qui me passait le témoignage de l'importance en termes thérapeutiques du contact avec la nature pour un certain nombre pour une certaine catégorie de leurs patients, avec des progrès qui sont réellement remarquables. Et la pathologie de l'autisme a été clairement évoquée par ce comité, par ce groupe de médecins. Et donc, ce qui amène le département à s'engager sur la mise à disposition d'espaces naturels, qui amène le département à assurer l'accompagnement d'un certain nombre de personnes qui sont en réel besoin de contact donc avec la nature et qui en ont un bénéfice donc thérapeutique. Ouais, moi, je partage complètement. Je pense que les espaces naturels, mais les zones humides en particulier, parce qu'on est quand même dans un territoire où, même si aujourd'hui il ne reste plus que 1,2%, je pense qu'au début du siècle dernier, c'était 60 ou 70% qui auraient été caractérisés zones humides, c'est-à-dire qu'on a drainé, asséché, mis en culture, valorisé, comme on disait. Et aujourd'hui, il reste peu de choses et qu'il y a beaucoup de grandes villes qui se sont développées dans notre région à proximité des zones humides, étonnamment. Et que leur développement, ils le doivent à leurs zones humides, ce qu'ils ont oublié complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait vivre l'urbain et on l'a déconnecté de sa proximité. Et la période de confinement a permis à beaucoup d'habitants de nos territoires et de nos zones humides de se réapproprier ces espaces. Et je pense que c'est souhaitable que ça perdure et que demain, on ait encore ce lien-là avec les habitants. Monsieur Delannoy, président de la communauté de communes du cœur d'Ostrevent, bénéficier d'une reconnaissance internationale sur 27 622 hectares. Est-ce que vous considérez que c'est un atout pour une communauté de communes comme la vôtre? L'identité de votre territoire peut-elle bénéficier de la lumière apportée par ce label international? Et comment envisagez-vous de communiquer sur le site Ramsar? Alors, tout d'abord, pour Cœur d'Ostrevent, effectivement, la labellisation Ramsar, alors je rappelle, Cœur d'Ostrevent, c'est 71 000 habitants, 20 communes au total. C'est la 6e communauté de communes de France en nombre d'habitants, donc c'est une structure intercommunale très importante. Le Ramsar, c'est effectivement un label, mais au-delà de ça, c'est un véritable projet de territoire pour une communauté de communes. D'abord parce que c'est avant tout la reconnaissance d'une démarche partenariale qui a déjà été engagée particulièrement avec le parc naturel régional Scarpesco de longue date, pour protéger et valoriser les zones humides. Pour nous, c'est un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il y a 9 communes de Cœur d'Ostrevent sur les 20 qui sont intégrées dans le périmètre du site Ramsar. Cœur d'Ostrevent, c'est aussi une intercommunalité qui est au cœur du bassin minier. Alors c'est peut-être un territoire de contraste, mais c'est un territoire qui est tout à fait complémentaire. Au cœur du bassin minier, parce que nous, on a une labellisation Ramsar, du coup, maintenant, qui entre en résonance avec les sites des cités minières et les terrils qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on est même effectivement engagé dans l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Là aussi, c'est un véritable projet de territoire. Rénover les logements miniers, les passoires thermiques des logements miniers, près de 2000 logements sur un triennal, sur 4000 logements au total sur notre territoire. Donc, c'est un vrai projet de territoire. Et aujourd'hui, effectivement, il y a cette labellisation sur ce côté de notre communauté de communes qui est un peu plus rural et qui permet d'avoir effectivement cette autre vision. Alors, moi, je voudrais rappeler aussi
qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on travaille évidemment avec l'ensemble de nos partenaires, le parc naturel régional Scarpesco et son action extrêmement forte. Je salue effectivement son président, le département, monsieur le vice-président, la région, le conservatoire d'espaces naturels qui nous a fait cette présentation tout à l'heure, les services déconcentrés de l'État, les communes, les EPCI bien sûr, l'ONF, le secteur associatif, les voies navigables de France, les EPCI, le SMAPI, monsieur le président, et les OT. Voilà, donc ça nous a permis dans une dynamique vertueuse au service des territoires de développer ou de, alors j'y reviendrai aussi, je ne vais pas dire sanctuariser parce que c'est pas l'objectif, mais de rendre des zones humides très qualitatives pour Cœur d'Ostrevent. Sur la communauté de communes, on a la Scarpe bien sûr qui passe et ses abords, la tourbière de Marchienne qui a fait l'objet tout à l'heure de cette visite de Madame la Ministre, on était très fiers de la recevoir, la tourbière de Vray qu'il ne faut pas oublier, le marais de Fenin, le terril des Argales, à Riolet, donc là, mon prédécesseur en parlera beaucoup mieux que moi. La forêt de Marchienne dans sa totalité, un véritable poumon vert sur notre territoire. La réserve naturelle régionale des Prés de Nonette, le marais de Sonneville. Donc vous voyez effectivement, on a un ensemble de territoires, une grande partie du territoire qui est touchée concrètement par ces zones humides. Alors, je disais tout à l'heure, un vrai projet de territoire. Préserver ce territoire, c'est pas non plus le sanctuariser. Moi, je pense que c'est important, ça. C'est donner la possibilité à voir, à le découvrir, de comprendre pour agir et surtout aussi le sauvegarder. La labellisation, elle va nous permettre d'amplifier cette stratégie et un programme d'action qui va nous permettre de mettre en place de la charte de valorisation touristique de la Scarpe que nous avons signée avec le parc et les voies navigables de France. Ça, c'est très important. Madame la ministre l'a rappelé. Le tourisme et effectivement, ces zones humides, ils ont un vecteur touristique fondamental. Nous, on y est engagé notamment avec notre office de tourisme, dont le président est également à côté. Alors, ça fait plein de beaux projets en perspective. Ils ne cumulent pas, hein, mais c'est la compétence. De beaux projets en perspective. La création de belvédères pour prendre de la hauteur, qu'on a pris de la hauteur tout à l'heure. Il faut toujours prendre de la hauteur. S'émerveiller devant les paysages qui sont sculptés par l'eau. Les parcours nautiques sur lesquels on travaille, la poursuite du développement touristique fluvestre, le slow tourisme, l'amélioration de l'accessibilité des sites et des connexions biologiques et des modes doux. Bref, tout ça, c'est des éléments importants qui vont aujourd'hui nous permettre de développer de véritables plans d'action, quand je parlais de projet de territoire aussi, tout à l'heure. Et le périmètre du Ramsar, c'est aussi un beau terrain de jeu. Ça va nous permettre, en ce qui nous concerne, de poursuivre et d'amplifier des événementiels sur des activités aussi de sport de nature qui vont valoriser cette richesse patrimoniale. Donc derrière, effectivement, ce projet de territoire, il y a aussi une vision touristique de fond, il y a aussi une vision qui va aussi loin dans cette période un peu triste de pandémie de Covid-19 pour permettre effectivement aussi la découverte du territoire via le sport. Je le redis, Ramsar, c'est un vrai projet de territoire pour nous, c'est préserver le territoire, mais c'est pas nécessairement non plus le sanctuariser. Merci. Alors, moi, je suis d'accord avec vous sur un point principal, c'est que quand on travaille sur les zones humides, il faut prendre de la hauteur, parce que c'est tout plat. Et que quand on veut les faire découvrir, eh ben, c'est pas si évident que ça, et que du coup, les belvédères, c'est certainement une bonne solution. Comment, Ramsar, vous avez un label, il y a un logo, il y a les agents de Scarpesco le portent sur leur blouson. Est-ce que vous, au niveau de votre communauté de communes, vous allez le mettre sur votre papier en tête ? Alors, tout d'abord, prendre la hauteur, c'est important. Ce qui est important, c'est pas d'être grand, c'est justement d'être à la hauteur. Toujours dans la vie, c'est toujours ça qui est important. Oui, alors évidemment, on va décliner ce label sur l'ensemble de notre territoire. Alors nous, on a déjà beaucoup de labellisation sur le territoire. J'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire peut-être de contraste, peut-être quelquefois de contradiction, mais qui se nourrit effectivement de ces différences. Donc, on est territoire UNESCO, label UNESCO, on est territoire parc naturel régional, Scarpesco, on a tout un tas de labellisations. Ramsar, c'est fondamental parce que je rappelle, c'est un projet de territoire. Donc, bien sûr, on va le décliner sur l'ensemble de nos outils de communication au niveau de notre communauté de communes. Ça sera même une grande fierté de pouvoir le décliner et de pouvoir se revendiquer de ce label. Merci. Monsieur Delécluse, maire de Riolet. Alors, Riolet, j'ai connu un de vos prédécesseurs à l'époque où le terri était encore à sa place et où on commençait à faire des travaux dessus, comme beaucoup de gens de la région qui s'intéressaient à l'environnement, à l'industrie, à l'EPF à l'époque. On venait à Riolet voir comment ça avançait. Donc c'est une commune qui est célèbre par son terri ou ce qu'il en reste aujourd'hui. Les aménagements qui ont été réalisés ont permis à la population locale, mais aussi à de nombreux visiteurs de venir se détendre dans une zone de nature reconstituée. Aujourd'hui, c'est la zone humide dans son ensemble qui est distinguée. Quelles actions comptez-vous mettre en place pour favoriser le sentiment d'appropriation de ce label par les habitants et améliorer la prise en compte de ces espaces
trop longtemps perçus comme des espaces de déshérence. Oui, alors, le terri de Riolet et le terri des Argales, c'est en définitive un exemple de ce que fait le Cœur d'Ostrevent, puisque aujourd'hui, Riolet ne le fait plus tout seul, Riolet le fait avec Cœur d'Ostrevent. Le terri des Argales, il y a toute une histoire, hein, comme vous disiez, Daniel Millot, on va le nommer, hein, c'est lui qui a été l'artisan de ce site. Le site des Argales, c'est le plus grand site du Nord-Pas-de-Calais, terriplan, hein, 140 hectares, et qui a fait l'objet, ça fait plus de 20 ans maintenant, d'un aménagement progressif avec les partenaires qui étaient à l'époque la commune, le Charbonnage de France, l'établissement public foncier, qui a aidé beaucoup à l'aménagement, et surtout aussi le département. Alors, ce qu'on y fait aujourd'hui, il est devenu progressivement une destination de sport nature, de balade, avec un aire de rayonnement qui va, comme vous disiez, bien plus loin que le local. En définitive, on est bien plus loin que la région, d'ailleurs, hein, puisqu'il est cité en exemple, et on a beaucoup de visites pour montrer ce qu'on peut faire d'un site minier. Un site minier qui est le terri des Argales, est aussi inscrit dans le réseau des sites miniers au titre des paysages culturels évolutifs de l'UNESCO, ce qui est important. Alors, c'est aussi un site exemplaire au niveau de la trame verte, où se côtoie la protection de la biodiversité et l'accès aux loisirs de nature. Alors, c'est grâce aussi, pas forcément qu'à la commune, parce que nous, on y met les moyens, forcément, puisqu'on accueille la population, et surtout la période estivale, hein, où on a entre 150 et 200 000 visiteurs à l'année. Alors, c'est avec le département et le Cœur d'Ostrevent aujourd'hui qu'on va évoluer sur ce site. Hein, on a actuellement des réunions de travail où on va maintenant guider les gens, les informer, et de façon à ce que, d'abord, ils respectent le lieu et qu'ils les amèneront aussi à aller visiter d'autres lieux, les rives de la Scarpe et tout. Alors, ce label Ramsar, c'est une médaille complémentaire à ce site. Alors, ce n'est pas vraiment une zone humide, le terri des Argales, bien qu'il y ait un lac de 17 hectares quand même. Mais il y a aussi pas mal de mares, hein, des mares quand c'est pas trop asséché, mais sur cet été, il n'en vit plus trop. Mais il y a quand même des mares, il y a des espèces protégées. Et là, le vice-président, il pourrait en parler mieux que moi. Hein. Mais en effet, c'est devenu un site exemplaire au niveau de la faune et de la flore. Alors voilà, ce qu'on va faire nous, c'est de continuer et surtout d'améliorer l'accueil du tourisme pour informer et les sensibiliser justement à respecter tous ces espaces nature. Après, on a toujours un point de vigilance, c'est que quand on fait très bien ce travail-là, et on sait quelque chose et tous on a des expériences, c'est qu'on est des fois victime de son succès et ça nécessite très rapidement de se réadapter pour continuer à préserver tout en accueillant dans le but maintenant, qualité. c'est de s'adapter justement à ces flux de population, hein, parce que le village est un petit peu envahi en juillet-août. Hein, on appelle ça quelquefois la rue de la plage. Hein, donc vous voyez que mais ça, maintenant, c'est un travail, mais un travail d'éducation, un travail et surtout, il faut qu'on accueille bien. C'est surtout ça. Et les gens respecteront. Et après, juste par rapport aux gens qui nous suivent, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, être désigné Ramsar, il y a des gens à qui ça fait peur. Le maire, c'est quelqu'un d'essentiel dans la vie de la commune et de la société. Comment ça a été vécu dans votre conseil municipal, le fait de parler de Ramsar ? Très bien, puisque Riolet, c'est quand même, quand vous regardez la superficie de Riolet, chez 90% de zone humide. Riolet, c'est juste le centre-bourg. Après, c'est quoi ? Ce sont des pâtures inondées, pratiquement. Hein. Donc, ça fait partie de notre culture, nous, à Riolet. Ça fait partie de notre environnement. Et je ne pense pas que les Riolésiens aient du tout envie de le détruire, au contraire, bien au contraire. Donc là-dessus, il y a un appui, que ce soit du conseil municipal ou de la population. Vous savez que Riolet, il est connu pour son environnement naturel et pour ses trois fleurs. C'est ça, Riolet. Hein. Donc, il faut conserver, mais là-dessus, on peut compter sur moi aussi. Hein. Pas de souci. Merci. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu des questions dans le chat ? Non, il y a eu une seule question à propos du canal de Mons et des aménagements, donc j'ai répondu en ligne directement. Donc, je vais inviter M. Lelon à prononcer un petit mot de clôture, mais en attendant, je vous dirai effectivement qu'il y a pas mal de personnes qui sont en ligne et connectées et qui suivent donc cette visioconférence avec plus de 43 personnes connectées. Merci Gérald, merci à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour les intervenants qui ont particulièrement été un très haut niveau. Donc merci à toutes et à tous.
Merci aux équipes aussi du parc et puis aux différents partenaires qui ont pu être présents aujourd'hui. C'est vrai que c'était l'occasion de marquer ces 1 an de cette labellisation Ramsar. C'est un peu particulier en effet, les conditions sanitaires font qu'on n'a pas pu avoir de réels événements, mais en tout cas, il y en aura des événements malgré tout, et tout un calendrier qui va poursuivre évidemment en respectant les conditions sanitaires. Mais en tout cas, voilà, on est heureux de le fêter. C'est vrai que cette labellisation est importante pour notre territoire. Je ne reprendrai pas les propos des uns et des autres, mais en tout cas, on voit que voilà, ça permet d'avoir une nouvelle dynamique sur notre beau territoire. Donc, il n'y a plus qu'à le faire vivre. Un grand merci à toutes et à tous. Merci aussi à la ministre qui a dû déjà partir, mais c'était vraiment l'occasion de montrer au niveau national cette importance que l'on souhaite souligner. Voilà, donc un grand merci. Et à tous les internautes, merci aussi pour votre présence. À très vite.